Bonsoir. On connaît désormais les noms des candidats aux prochaines élections législatives. L'annonce a été faite hier par la Commission électorale indépendante. Les détails dans quelques instants. Une lueur d'espoir dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée. Le pays a reçu hier ses premières doses de vaccin contre ce mal qui est réapparu récemment à la frontière ivoiro-guinéenne. Nul n'est censé ignorer la loi. Et pour vous aider à mieux connaître les règles qui régissent notre société, notre juriste maison, Mélissa Djedje, sera avec nous ce soir, comme tous les mardis, dans la rubrique « Que dit la loi ?» Et ce soir, nous parlerons de leadership et de parcours d'entrepreneur. Nguesson Kofi Jacques Olivier, il est entrepreneur agricole, il est fondateur de Tiegro CI et Jabar Marouane, lui est président de la fondation Africa Drone Valley de Côte d'Ivoire. Ils seront avec nous pour partager leurs expériences dans le domaine. Débats et analyses, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez. Bonsoir Madame Bou. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Très bien. Madame Bou, Bleu Franchi. Oui, bien, effectivement. Hello. Sophia, comment allez-vous? Très bien, Brice, c'est toi. Rien Ça fait longtemps. Bonsoir Brice. Oui, franchement, je suis très heureux de vous c'est retrouver. vrai. Effectivement, on a fait tout un week-end. Nancy, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va très bien et toi? Ça va très très bien, merci. Bonsoir, oui. Franchi, comment ça Vous va? allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Excusez-moi, j'ai un fou rire. Moi aussi. Ça va me passer. Je vous cache pas que moi aussi. Bon, alors... Bon, ben, écoutez, la qualité... Oui, tout à fait. Pourquoi on débute cette Non, émission? en fait, on va pas expliquer le fou rire à nos téléspectateurs. Un jour, on le fera, certainement dans les bêtisiers, en fin d'année. Exactement. Un jour, on les Exactement. racontera ce qui s'est passé sur ce plateau. On a eu un grand moment de... Voilà, un passage de... Voilà. Rien ici, on parle de la petite info en votre compagnie. Eh bien, la petite info de ce soir, ça va être... Alors, on remarque depuis quelques jours que sur les réseaux sociaux, on voit circuler une série de visuels. Donc, ce sont des déclinaisons de l'un des symboles de la République ivoirienne, notamment les armoiries. On voit qu'ils sont déclinés et attribués à certaines communes d'Abidjan en fonction de certains traits caractéristiques qu'on attribuerait aux habitants de la commune. Donc, déjà, on va voir un peu les véritables armoiries. Donc, c'est composé de 2 palmiers, donc de chaque côté, du blason vert, de l'éléphant, de l'inscription qui est sur la banderole qu'on aperçoit. Et puis, on a aussi le soleil levant doré. Alors, les déclinaisons. Bon, ça va être assez marrant ou choquant en fonction de là où on se place parce que c'est sujet à débat. Alors, j'en ai retenu 2, notamment celle de Yopougon, qui à la place des palmiers, on aperçoit 2 grosses bouteilles de bière. Donc, et puis à la place du soleil levant, c'est un hôtel. À la place, en lieu et place de l'éléphant argenté, on a un animal, donc le porc. Donc, je pense qu'on sait un peu comment on qualifie. Alors, Sophia Aida, on vous explique rapidement. À cette commune de Yopougon, on associe par exemple, à cause des maquis, vous contredirez, donc les bouteilles de bière que vous avez vues. Okay. Et justement, les consommateurs, de nombreuses personnes ont été identifiées comme faisant partie de consommateurs de porc dans cette commune, oui, voilà, donc la présence du porc. Et je pense qu'on ne va pas forcément expliquer les l'hôtel, vous avez compris. Bon, voilà, on comprend. Voilà. Et voilà. puis, pour la deuxième illustration que j'ai retenue, c'est notamment celle d'Abobo, qu'on appelle République démocratique d'Abobo, et on voit en lieu et place de l'éléphant des léquets, donc qui serait la chaussure par excellence dans cette commune. 2 canettes de Vodi, donc qui serait la boisson aussi qu'on attribue à ces personnes. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'en lieu et place du soleil levant, on a 2 machettes, donc un peu 2 épées qui sont des armes, qui symboliseraient, soi-disant, des attitudes, la violence. Et surtout l'utilisation de ces instruments-là par donc, les enfants. en tout cas, on a eu de nombreuses autres images pour plusieurs autres communes, notamment celle d'Adjamé, de Cocody et tout ça. C'est assez dérisoire. Marqué de la personne qui a réalisé, en tout cas, qui a inscrit, signé, en tout cas. C'est signé. Est-ce qu'on peut lui en vouloir à cette personne-là? Très franchement, je donne mon avis, je dis non.
Parce que voilà, c'est dans la mouvance actuelle. Hein, je veux dire, aujourd'hui sur la toile, les jeunes rivalisent d'ingéniosité pour trouver de créativité pour trouver ce qui va amuser la galerie. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu à ça que servent aujourd'hui les réseaux sociaux, en tout cas pour une bonne partie en Côte d'Ivoire, c'est trouver des buzz, c'est trouver de quoi faire rire le voisin. Donc, après, malheureusement, ils ne sont pas sensibilisés sur les symboliques de certaines choses qui sont très forte, on va dire, dans une république, peut-être parce que, bon, il n'y a pas forcément cette éducation-là au niveau de l'école, peut-être au niveau de la famille, mais bon, voilà, c'est à l'image de la société ivoirienne actuelle. Mais ça pose toujours le problème de peut-on rire de tout? Voilà, on connaît l'humour ivoirien, c'est connu pour parfois aller au-delà de certaines limites. On en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, même en période de violence, il y en a toujours qui trouvent à faire des blagues et tout ça. De la créativité, on peut appeler ça de la créativité, mais moi je dirais que ça devrait avoir des limites. C'est-à-dire, c'est l'un des symboles de notre République. Et c'est ce qu'on a de plus cher et c'est notre identité. Donc je pense qu'il ne faudrait pas bafouiller, si je peux utiliser ce mot, ce qu'on a de plus cher et en rire comme ça, sinon au final on enlève toute l'authenticité. Oui, l'intention n'était pas là. Alors avant cette série, hein, ça n'a peut-être rien à voir, mais on a vu une série d'images de quelqu'un qui avait aussi signé ses créations, qui avait fait Ayam Bété, Ayam Baoulé, Ayam Agni. Et ça c'était vraiment pour montrer justement, pour revaloriser, on va dire, la culture de chaque personne. Peut-être justement que l'intention de cet artiste-là, je ne sais pas si on peut l'appeler un artiste, c'était voilà, de juste faire passer un message, quoi. You know? Ok, en tout cas, ça a été diversement commenté sur la toile et puis dans la ville. En tout cas, on va retenir que les armoiries officielles de Côte d'Ivoire sont celles que vous avez présentées. Oui. Et puis, voilà, pour elles, il faut avoir toujours du respect. Du respect, exactement. Voilà. Ok, on va tout de suite partir pour notre Life Actu. Ce qui fait l'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est maintenant. On aborde avec Madame Edith Broubleu la question des législatives avec cette information-là. Donc la liste définitive des candidats est disponible. C'est un communiqué en date du 22 février qui permet d'avoir l'information. Effectivement, donc la liste elle est disponible sur le site de la commission électorale indépendante, donc cei.ci. Vous pouvez donc consulter les différents candidats qui sont retenus, dont les candidatures ont été approuvées. On peut donc dire que les choses sérieuses commencent. Il faut savoir qu'on a au moins 3 candidats qui ne seront pas physiquement, en tout cas peut-être jusqu'au démarrage de la campagne qui se précise pour ce vendredi, qui ne seront pas physiquement sur le terrain. Donc on en a 2 qui sont malheureusement souffrants pour l'instant, à qui on souhaite bonne guérison, et on a un qui est en détention et qui est Alain Lobognon. On a également une blogueuse, ça c'est important de le savoir, une blogueuse qui est chef d'entreprise, qui dirige une entreprise technologique à Raissa Boro, une jeune femme d'une trentaine d'années également, dont la candidature a été retenue, c'est également à saluer. Chef d'entreprise, technologie. Franchement, je m'attendais à Edith Broubleu. Pour l'instant, je suis à Live TV et ça me plaît. Yeah. Pour l'instant, j'ai bien précisé. Et donc, voilà ce qu'il faut retenir. Les chiffres et les dates, à savoir donc, le nombre de candidatures pour un récapitulatif, 1266. Les candidats titulaires sont 1553, je vais y arriver, dont 1343 hommes et 210 femmes. Ça donne un taux de 13,52%. Les candidats à la suppléance sont 1553, dont 1310 hommes et 243 femmes. Et les indépendants sont au nombre de 807. On a eu quelques désistements qui ont été aussi enregistrés, mais globalement, les indépendants sont nombreux et espèrent intégrer l'Assemblée nationale pour apporter une sorte de nouvelle dynamique au sein de l'hémicycle. Donc l'ouverture de la campagne est prévue, comme je l'avais dit, pour le 26 février, la clôture pour le 4 mars et le scrutin pour le 6 mars. Donc c'était des élections très inclusives, en tout cas pour cette fois. Aucun parti ou mouvement politique n'a boycotté ces législatives. C'est un pas important également dans le dialogue politique, comme on a pu l'observer ces dernières semaines. Et après les échauffourées lors des dernières élections présidentielles, on sent qu'il y a une véritable dynamique pour aller à des élections apaisées cette fois-ci. En tout cas, on l'espère. On attend le post-électoral. On verra bien. Donc, parlons des indépendants. On a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes cadres qui sont attirés par la politique, qui ont décidé de rentrer dans l'arène cette fois-ci. On a aussi, peut-être parmi ces indépendants, des frustrés
de certains partis politiques également qui ont décidé d'aller en liste. Dites mécontent. Frustrés, mécontents. Mécontent. Ce sont des synonymes. Et donc, ce que je peux dire également, c'est que depuis 2011, c'est la toute première élection où l'opposition et le pouvoir en place vont réellement, on va dire, tester leur poids sur l'échiquier national politique. Ils ont évité de s'affronter. J'ai bien choisi mes mots. Donc la CEI invite les différents candidats retenus conformément au texte en vigueur à se présenter à leur siège 6 au carrefour d'un camp et pour le retrait de leurs affiches et spécimens de bulletins de vote, parce que c'est important également qu'ils puissent présenter aux populations comment voter et également faire leur campagne électorale. Pour les législatives, pardon. Donc le retrait se fera sur présentation du récépissé de dépôt de candidature par le candidat ou par son représentant. Et la note également à retenir, c'est que le Burida également a décidé de ne pas se faire oublier pendant ces élections, cette campagne électorale. Le Burida, oui. Les bureaux ivoiriens des droits d'auteur. Pourquoi? Les bureaux ivoiriens des droits d'auteur, ils ont tenu à rappeler au candidat que de la musique sera forcément jouée pendant cette... N'oubliez pas les droits, s'il vous plaît. Et effectivement, pendant cette campagne, donc il est important de rappeler aux différents candidats de s'acquitter des droits d'auteur auprès du Burida. C'est une bonne chose. Ce qui est très bien. C'est bien. Très bonne chose. En tout cas, si vous souhaitez voter des lois, défendre des lois, il est important que vous soyez vous-même en conformité avec la loi. Respectez la loi. Très très bien. Et les résultats pour cette législative-là sont attendus pour le... Normalement, je pense une semaine maximum ou plus tard. Ou 3 jours. Pas 3 jours, en tout cas une semaine maximum, 3 jours. 3 jours. D'accord, je vous dirai ça tout à l'heure. Ok, je prends la bonne information. Avec En tout cas, mais c'est très rapide. Alors, j'ai noté également qu'on disait en cas d'égalité parfaite, l'élection serait reprise et les résultats seraient donnés le lendemain. Moi, j'insiste sur les résultats parce que souvent, c'est dans cette période-là qu'il y a beaucoup de psychoses. Des résultats sont annoncés sur les réseaux sociaux sans attendre celles provenant de la commission électorale indépendante, des sources officielles. Très bien. Sophie Aïda, on parle avec vous de la Guinée. De la Guinée, c'est ce qui peut être appelé une bonne nouvelle. Donc, c'est que les premières doses de vaccin c'est important de le dire, contre Ebola. Ouais. Le virus Ebola. Oui, ont été réceptionnés. Yes, alors juste pour remettre les choses dans le contexte, le 14 février dernier, le gouvernement guinéen donc, fait une déclaration qu'une épidémie du virus Ebola pouvait être constatée dans le pays et elle a été détectée dans la localité de Gouaké, une localité qui est frontalière à la Côte d'Ivoire, dans l'ouest du pays. Et donc en réaction à cette résurgence qui vient quand même 5 ans après la fin de la précédente épidémie, l'OMS, de par son représentant à Conakry, a indiqué déployer les moyens forts pour pouvoir justement aider à pallier à la propagation de ce virus en apportant des vaccins contre le virus Ebola donc, à la Guinée. Donc le 22 février 2021, donc lundi dernier, effectivement, les autorités guinéennes ont réceptionné 11 300 doses de vaccin Merck, un vaccin qui avait déjà été utilisé en République démocratique du Congo pour contenir le virus Ebola là-bas. Donc ces milliers de doses qui ont été fournies par l'OMS vont servir, donc, comme je disais, à circonscrire la propagation du virus qui, depuis donc, sa résurgence, a fait déjà 5 morts depuis le début de l'année. Donc, le représentant, donc Georges Kizerbo, qui est le représentant de l'OMS en Guinée, s'est exprimé donc à ce sujet. Et puis il a dit ceci: les vaccins vont être déployés sur le terrain, sur le théâtre de la riposte des opérations à Nzéré-Koré et dans tous les sites où on aura besoin d'eux pour protéger les contacts des malades et encercler ainsi la propagation de cette épidémie qui préoccupe non seulement la Guinée mais aussi les pays voisins, donc notamment la Côte d'Ivoire. Alors la campagne de vaccination qui a débuté ce mardi 23 février 2021 a débuté à Ngouaké, comme je disais tout à l'heure, qui est l'épicentre de l'épidémie, et puis à Nzéré-Koré, qui est la capitale régionale, ainsi qu'à Conakry, où un malade est actuellement hospitalisé. Donc aujourd'hui, 24 février, 8700 doses supplémentaires sont attendues en Guinée depuis les États-Unis. Donc on n'a pas encore d'informations si ces doses sont arrivées ou pas, mais en tout cas, depuis le 15 février 2021, la Côte d'Ivoire, elle, a activé son mécanisme de lutte
contre de lutte et de prévention contre Ebola. Et puis le gouvernement ivoirien s'est également exprimé en disant le dispositif actuel de lutte contre la Covid-19 demeure et restera opérationnel pour la lutte contre la maladie à virus Ebola sous la coordination du comité technique de veille. Donc juste pour rappel, également, le virus Ebola se transmet à l'homme par des animaux infectés. La transmission humaine se fait par des liquides corporels et avec pour principaux symptômes des fièvres, des vomissements, des saignements ou des diarrhées. Donc entre 2013 et 2016, quand même, plus de 11 000 personnes sont mortes lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest qui avait débuté en Guinée. Donc il y a lieu de faire attention, de prendre ses précautions et c'est une bonne chose. En tout cas, je pense que le gouvernement ivoirien a déjà mis en place ce processus dès le lendemain du jour où cette annonce a été faite par la Guinée. Et puis on espère que les doses de vaccins vont permettre de pouvoir contenir, comme on disait, le virus. Absolument. Je salue déjà la promptitude avec laquelle ces doses-là ont été acheminées donc, vers la Guinée. C'est très très bien. C'est de quoi freiner, on va dire, cette épidémie. Ouais. Et tu parlais justement de cette première vague qui avait créé justement beaucoup de dégâts, notamment de nombreuses pertes en vie humaine. Et là, quand on a entendu que ça revenait sous quelques formes, honnêtement, il y a eu une certaine forme de psychose, même en Côte d'Ivoire, parce qu'on s'est dit, si c'est à côté, ça peut venir chez nous. Et c'est bien de savoir que la lutte a déjà commencé. Après, avec la manière, je pense, dont la Covid a impacté le monde et la réactivité que les différents pays ont eue pour justement contenir ce virus, notamment la Côte d'Ivoire, je pense qu'on a eu un bon exercice, on va dire, en 2020. Et j'espère que... Pardon, bien avant la Covid, même, on a eu à tester... je dirais pas les limites, mais la capacité du gouvernement ivoirien, notamment le ministère de la Santé, à juguler et à réguler justement cette invasion d'Ebola qui était apparue en Guinée. Et on sait très bien que nos frontières ne sont pas forcément les plus hermétiques entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Mais on a eu quand même, je pense, 0 cas en Côte d'Ivoire, malgré qu'il y ait cette épidémie qui faisait rage à nos portes. Donc ça prouve que le système sanitaire ivoirien et j'ai envie de dire un système défensif sanitaire ivoirien face à ce genre de pandémie, je pense, pour l'instant, réagit plutôt bien. On a eu Ebola et on a eu le cas de la Covid aujourd'hui où on a quand même des statistiques qui parlent en notre faveur. D'ailleurs, ce qui est difficile en général avec les épidémies, c'est quand elles sont nouvelles parce qu'on ne sait pas toujours comment les affronter. Donc déjà avec ce qu'on a connu déjà, le ministère a déjà pris des dispositions et en plus avec la Covid, comme disait Serge, d'autres dispositions ont été prises. Donc ça fait une forme de double renforcement de notre ceinture de... Pour emprunter un terme juridique, ça fait un peu en griffe jurisprudence. Ce sont des process qui ont déjà été établis, qui ont été mis en place, qui ont été éprouvés à plusieurs reprises. Parce que c'est pas la première épidémie de ce type. Donc c'est un dispositif qu'il faut juste réactiver, c'est ce qu'ils ont fait. Les vaccins sont disponibles. Ils ont été rendus disponibles. Je pense que ça va permettre, en tout cas, de juguler le début d'épidémie constatée dans ces zones à nos frontières. On ne parlait pas de vaccin. Hein. Effectivement, on ne parlait pas de vaccin. Donc je pense qu'on a déjà la capacité de pouvoir juguler ce début d'épidémie pour éviter d'avoir encore un autre front. Parce qu'on a dit, contre la Covid, on est en guerre. Il faut éviter d'avoir un autre front qui s'ouvre avec une autre maladie à nos portes. J'utilisais le langage militaire, c'est bien compris. Il faut se défendre. Juridique, on est passé au militaire. Tu vois, je prépare, pourquoi pas. Nomenclature. Bon, à propos de vaccins, oui, nous sommes... Quel jour aujourd'hui? Nous sommes le 23 février. 23 février. Bon, on avait annoncé les vaccins début COVID, février. Début février. Bon, après on a dit février. Attention, on est en train de terminer février. On espère que c'est juste à titre rappel. À titre rappel, exactement. D'ici la fin de la semaine. 1er mars. Ou lundi 1er mars, on pourra avoir une bonne nouvelle. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, l'Union européenne... Mais tu as hâte de te faire vacciner? Visiblement. Oui, je dois vous compter parmi les personnes qui ont hâte de se faire vacciner. Je parle de la voix des sans-voix. D'accord. On va s'arrêter ici pour notre tour quotidien de l'actualité, si vous le voulez bien. Alors, petit rappel concernant la date. Je vous le disais tout à l'heure, pour la proclamation des résultats, c'est le 9 mars. Donc, le 6, les élections. Et le 9 mars, la proclamation des résultats. Des résultats. Voilà. 3 jours plus tard. C'est un délai. 3 jours plus tard, ça va. On va retrouver Mélissa Dudier pour savoir ce que dit la loi. C'est maintenant. Vous venez nous rejoindre, Mélissa. Voilà. Pendant que Ryan nous... Il y a un petit remplacement en basket là, qui se fait en matière. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mélissa, comment ça va?
J'ai pas le droit. Est-ce Mais- que tu tires ma chaise aujourd'hui? Ah oui. Oh oui, pardon. Hey. L'habitude. Ah bon? Ah, c'est comme bah ça là, il ici? faut pas me donner l'habitude. Ah bon? Et je me suis dit, Oui. Ah bon? Sophie, ne vous fâchez pas. Eh ben dis donc. Non, non, c'est... Ça va faire quoi? 7 mois, Brice? Non, je le ferai pour vous, Ok, d'accord, merci. spécialement pour vous. Mélissa. Ouais. Bonsoir Mélissa, comment ça va? Bonsoir, Brice. Merci de nous rejoindre tous les mardis. Que dit la loi? On parle aujourd'hui de mariage civil. Et, mardi dernier, on parlait de dot. Effectivement. On en a su un peu plus, on a appris des choses. Je pense que mardi dernier, on a dormi moins bête. En tout cas, on est Et surtout mieux préparé. mieux préparé pour la dot. Mieux Pour nous, informé les sur la femmes, question. mieux informées. parce Aujourd'hui, il que- est question de mariage civil. Que dit la loi à propos du mariage civil? Alors, comme je vous avais dit justement, durant tout le mois de février, on allait parler mariage. Et on a vu la dot, comme tu l'as expliqué. On a survolé un peu le mariage religieux. Et je vous ai expliqué qu'en fait, ces deux types de mariage n'étaient pas reconnus par la loi. Donc, ils n'avaient pas de valeur juridique. Et que le seul mariage, c'était le mariage civil qui était reconnu par la loi. Donc, le mariage civil, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui est célébrée devant l'officier d'état civil. Et pour que cette union puisse avoir lieu, il faut que les deux consentent. Donc, on ne peut pas contraindre deux personnes à se marier. Ensuite, il faut qu'ils soient majeurs, donc qu'ils aient 18 ans et plus. Et l'un des contrastes, en fait, avec certains mariages coutumiers ou certains mariages religieux, c'est que le mariage civil, il est monogamique. Donc, on ne peut qu'avoir qu'un seul partenaire En Côte d'Ivoire. devant la Ok. loi. En Côte Oui, d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. Et c'est aussi un des contrastes, effectivement, à l'international, un peu à certains pays d'Afrique, notamment le Cameroun. Ah, ça? Je sentais que ça venait. Et voilà. Donc, ce que dit en fait la loi, c'est qu'on ne peut qu'avoir qu'un seul partenaire à la fois. Pas toute une vie, mais à la fois. Donc, si jamais on essaye d'avoir un deuxième partenaire de manière simultanée, en fait, la loi prévoit des sanctions. On a des sanctions civiles, on a des sanctions pénales. Donc, la sanction civile, c'est que le deuxième mariage est considéré comme nul. Donc, le deuxième mariage civil est considéré comme nul, c'est-à-dire qu'on considère que vous n'êtes tout simplement pas marié. Et la sanction pénale, vous encourez entre 6 mois à 3 ans de prison. Donc, la personne qui est déjà mariée, qui se marie de nouveau civilement sans avoir dissous son premier mariage. Donc, dissolution veut dire soit divorce, soit malheureusement votre partenaire est décédé. N'essayez pas de le tuer. Hein. Soit malheureusement votre partenaire est décédé, ou autrement, là, dans certains cas, l'annulation du mariage. Mais si ça n'a pas été fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, si jamais vous tentez, vous encourez, pénalement, vous encourez entre 6 mois à 3 ans de prison et une amende de 50 000 à 500 000. Et donc, alors, est-ce que quelqu'un qui est marié civilement peut se marier coutumièrement avec quelqu'un d'autre? Voilà, et donc puis, prenons, et puis justement, vivre, prenons ce cas d'espèce parce que je suppose que ça intéresse nos téléspectateurs. Donc, disons, on va faire pratique. Disons que tu te maries civilement avec Serge. Hein, je vais vous faire participer. Donc, vous êtes mariés civilement et que Serge... Moi? Non, moi, hi. Non, bon, La femme. on va prendre, Bon, les cas les cas les qu'on plus voit communs, ouais. le plus souvent. Donc, Serge marie coutumièrement ou religieusement Madame Y. Donc, vu que vous êtes mariés civilement, le mariage, de toute façon, on l'a vu hein, la semaine dernière. Donc, ce mariage religieux ou coutumier n'est pas reconnu de toute façon par la loi. Donc, ils sont considérés comme célibataires. Ce mariage n'existe pas. Ok. Et malheureusement, tu ne peux pas emmener Serge en prison Oh. parce qu'il n'est pas marié civilement avec la seconde Oh, épouse. ok. Donc la loi, elle légifère le mariage civil. Ok. Par contre, cette situation pourrait être considérée comme une cause d'adultère. Donc tu pourrais divorcer Oh, parce que ça ok. pourrait être considéré, si tu n'es pas consentante, ça pourrait être considéré comme de l'infidélité. Ok. Je crois qu'elle n'a Je pas vois. trop envie de divorcer, sinon elle ne se plaindrait pas du fait que je sois avec une autre femme. Mais comment l'officier d'état civil peut vérifier que celui, en tout cas, qui vient faire ce mariage, un deuxième mariage, comme il le vérifie en fait? Alors c'est là la difficulté parce qu'on n'a Parce pas que de je peux registre. venir dire, Ouais, ok, c'est j'ai ça. envie de me marier, je fournis mon extrait de Mais il y a- naissance, il y a- ce genre de je choses. sais qu'il y a- Quels sont les documents Je sais qu'on qu'il y a un demande document, Oui. vous confirmerez, Mélissa, il y a un document qui s'appelle un certificat de célibat Ok. que vous devez présenter pour dire que vous êtes célibataire. Donc quand vous partez présenter, faire ce document, on essaie de checker pour savoir si vous n'avez pas déjà contracté un autre mariage. Ah, Effectivement. Et il y a aussi, normalement, il y a des formalités hein, avant le mariage à la mairie. Donc, par exemple, la publication du mariage, c'est aussi l'un des mécanismes. La publication des bans. Voilà, Oui. pour éventuellement que tout intéressé qui sait que vous êtes marié puisse éventuellement
Mais, manière. mais ça, c'est un système qu'il faut vraiment digitaliser, on va dire. Exactement, parce que il y en a qui sont mariés au Cameroun, qui viennent se marier en non, Côte mais d'Ivoire. et puis surtout, même si c'est dans la même ville, je pense que ça, c'était des procédures qui étaient mises en place à l'époque, quand il y avait moins de monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde dans une même ville que comment est-ce qu'on fait? On ne va pas aller regarder tous les registres, commencer à chercher les noms. Mais ça peut être un cas, document. mais en fait, c'est pour ça aussi qu'on informe les téléspectateurs, parce qu'effectivement, il faut vérifier. Malheureusement, il peut y avoir certains cas. Wow, Et c'est pour ça que, c'est fou, c'est pour ça que le législateur pénalise. Donc, l'un des moyens également, c'est de dire, si jamais tu le fais et que tu te fais attraper, tu encours jusqu'à 3 ans de prison avec une amende. Donc ça, c'est ce que le législateur fait également. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se font attraper comme ça? Ou est-ce que... Ça, par contre, j'ai pas l'information. Ok. Mais je pense que si on devrait terminer peut-être par qu'est-ce qui arrive par rapport aux enfants. Tu vois, dans l'exemple que tu as donné, par exemple, disons, tu as des enfants avec Serge. Ouais. Donc, aux yeux de la loi, ils vont être considérés comme les enfants légitimes. Donc, parce que vous êtes mariés, la loi automatiquement considère que Serge est le père, à moins qu'il désavoue pour raison, par exemple, d'infidélité, etc., et qu'il ne reconnaisse pas la paternité. Mais sinon, il est automatiquement le père. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si Serge, justement, avec la seconde épouse, a des enfants? Donc, on les appelle les enfants nés hors mariage. Par contre, selon la loi, avant 2019, il aurait fallu que tu donnes ton consentement pour qu'ils reconnaissent la paternité de cet enfant, mais plus maintenant. Donc, depuis la réforme de 2019, Serge peut tout simplement reconnaître l'enfant. Et si jamais il ne le fait pas, tout enfant, en fait, a le droit à ce que sa filiation soit établie. Filiation, qu'est-ce que ça veut dire? Il a tout simplement le droit à savoir qui sont ses deux parents. Donc, dans ce cas-là, si Serge ne reconnaît pas, lui peut intenter une action en justice et faire reconnaître sa paternité à Serge. Et qu'est-ce que ça lui donne, en fait? La loi, ce qu'elle dit, c'est que tous les enfants sont égaux et ont les mêmes droits. La loi protège les enfants. Effectivement. Donc, si, admettons, la deuxième femme n'est pas protégée par les mécanismes du mariage parce qu'elle n'est pas considérée par la loi comme étant mariée, par contre, les enfants le seront. Donc, si Serge, je ne te souhaite pas de mourir, hein, mais si Serge décède, dans ce cas-là, les enfants qu'il a eus pendant le mariage ou hors mariage, par exemple, vont rentrer dans la succession. D'accord. Récapitulatif. Il faut se marier avec une personne consentante, une personne qui a plus de 18 ans. Il faut se marier une fois à la fois, avec la même personne, enfin avec la personne, d'accord? Il ne faut pas faire un mariage avec une personne et une autre. Il faut se marier devant l'officier d'état civil. C'est ça aussi. Vous invitez à la délation au cas où vous savez par exemple que Edith est déjà mariée avant son premier mariage. Si je suis au courant de ça, est-ce que je dois aller la dénoncer ou pas? Bah, légalement, elle enfreindrait la loi. Donc, il y a la publication de banc, hein. Oui, parce que tu serais une personne intéressée. Oui. Voilà. Et dans la salle, dans tous les cas, on dit, et quiconque a des... s'oppose à ce mariage. Vous avez le droit de lever la main et d'assumer. Ce n'est pas des dénonciations anonymes, là. Le doigt entre l'arbre et l'écorce. Mais on a le droit, non mais... Avec le régime, après dans le mariage, il y a des questions de régime. Il y a le régime... voilà, oui, effectivement, on aura l'occasion d'en parler parce que... c'est un peu complexe. Là, donc, je suis vraiment perdue. Là, je ne comprends plus rien. Non, parce qu'on parle... Tout à l'heure, on parlait de... Je suis marié à Sophie et je ne peux pas épouser Madame Bleu dans ce mariage. Donc, il n'y a pas de polygamie. Non, civilement. Et comme Brice a dit, on aura l'occasion de parler parce que durant le mariage, en fait, quand on décide de se marier civilement, on choisit différents régimes. Donc, il y a une nouveauté de 2019 qui permet le contrat de mariage, donc de régir, en fait, les questions de biens, de partage des biens, argent, maison, etc. On le voit souvent aux États-Unis, le contrat de mariage. Mais sauf qu'aux États-Unis, souvent, le contrat de mariage englobe toute la relation en question. Sauf que là, c'est vraiment tout ce qui est pécunier. Donc, money. D'accord, mais c'est seulement en 2019. Oui. Interesting. Et donc après, communauté de biens, séparation de biens, comme vous connaissez. Donc on aura l'occasion, parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Oui, je vous promets que... Voilà. Mélissa Didier, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On vous retrouve mardi prochain pour une autre question à éclaircir, d'autres détails. Je vous rassure que la caméra de Priska Diomandé, qui me filme, a eu l'impression de bouger parce qu'elle comprenait toutes les informations que vous disiez. Elle est tout à fait d'accord avec. Merci d'avoir été avec nous. Heureux d'être. Nous, on marque une pause avant de recevoir nos invités. De ce soir, ceux que nous recevons aujourd'hui sont issus du milieu de l'entrepreneuriat. Nguesson Jacques Kofi Olivier. Voilà. Lui est fondateur de Tiegro CI. Et Jabar Marwan est le président de Côte d'Ivoire Drone et de la fondation Africa Drone Valley. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez compris, hein, ce soir on parle technologie, on parle entrepreneuriat, mais on parle agriculture. On parle développement durable.
Aussi. Jacques-Olivier Nguessan, vous avez 24 ans. Vous avez été nommé parmi les 300 entrepreneurs mondiaux pour le développement durable avec plusieurs distinctions à votre actif. Oui, évidemment. Quand j'avais 24 ans, je m'arrête là. Mais en tout cas, vous êtes brillant. Comment tout ça commence? Alors, merci d'abord pour l'invitation, pour la réception. Tout ça commence depuis le lycée. Voilà, d'où par une frustration. Il faut dire que je fais partie d'une famille de cultivateurs. Voilà, donc à un moment donné, les cours devaient se stopper parce que la rareté des prix faisait que papa ne pouvait plus supporter les coûts de l'école. Et donc, on décide de se lancer. Mais on se lance comment? Il faut trouver une activité qui pourrait être extraordinaire, sortie hors du commun pour, en quelque sorte, éviter les concurrents de taille. Et là, on commence tout de suite avec l'agriculture. Après, on se dit, bon, l'agriculture, ça existe déjà, il faut trouver d'autres moyens. Et au fur et à mesure, on a commencé à chercher, d'abord, résoudre le problème qui a fait que nous, on a déjà stoppé les cours. Le problème de la pluie, le problème du climat. Donc, il faut aller maintenant trouver le charbon écologique. Parce que couper la forêt, c'est aussi le charbon. Donc, on va trouver que les déchets que nous on déverse, les déchets agricoles, tout ce qui ont brûlé sur les champs, qui détruisaient le sol, pouvaient être utilisés pour faire du charbon. Et ce charbon... Excusez-moi, vous aviez quel âge au moment de cette réflexion-là, quand vous décidiez de... Autour de 17, 16, quelque chose. Et quand vous aviez 17 ans, Brice? En fait, c'est très impressionnant parce que quand on pense à nous, aux jeunes de cet âge-là, il n'y en a pas beaucoup qui poussent la réflexion de ceux qui veulent faire aussi loin et surtout aussi technique, de manière aussi technique. Mis à part le fait de vouloir retourner à l'école, qu'est-ce qui vous drivait tous les jours à vous battre et à chercher à aller aussi loin dans la réflexion? Être différent de tout le monde. Okay. Tu aurais pu jouer au foot, hein? Ouais, non. Oh non, le foot, faut dire que je ne suis pas bon. Ah. Okay. Voilà. En fait, vous se connaissez. Depuis tout petit, on a vu papa en train de cultiver tout le temps. Donc, pourquoi pas, puisque l'économie de la Côte d'Ivoire aussi reposait sur l'agriculture, pourquoi ne pas aller dans ce sens-là? Mais en apportant un plus. Voilà, question de... Pourtant, il y a tellement de jeunes qui ne voient pas l'agriculture de cet œil-là. Bon, là, je pense que on va parler de manière de voir les choses, de manière de comprendre les choses. Parce que, voilà, ça tout part de la mentalité, voilà. Sinon, moi, ça ne me dérange pas d'être sale. Quant à vous, en tout cas de votre côté, Marwan Jebar, pardon, vous faites la promotion d'une technologie de drone. Oui. Voilà, donc en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est un secteur encore nouveau chez nous. Et quelle est, selon vous, l'utilité de cette technologie en Côte d'Ivoire? Donc, j'ai envie de dire, de quoi c'est parti en même temps? Bon, ce sont deux questions en même temps, mais je vais commencer par la dernière plutôt. D'accord. Voilà. On va donner un peu d'historique, si ça ne gêne pas. Alors, déjà, je dirais que c'est un besoin qui s'est transformé carrément en produit. Tout business model commence comme ça d'ailleurs. Alors avant, à l'époque, on avait un site, un portail sur Internet qui s'appelait city.ci parce que ça n'existe plus, et qu'on utilisait à l'époque pour faire la promotion des établissements touristiques un peu reculés en Côte d'Ivoire. Voilà. C'était un peu une application aussi, justement. Non voilà. Alors, et à un certain moment, on voulait intégrer cette vue aérienne dans ce qu'on propose à nos clients. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas utiliser les drones? Mais à l'époque, là, je vous parle de 2013-2014. Alors du coup, on a acheté un petit drone. Quand je dis on, j'étais tout seul à l'époque, que moi et mon épouse à l'époque. Et on a commencé à prendre des vues aériennes et au bout de, je dirais, 3e ou 4e vol, on a fait crasher le drone. Wow. Alors il n'y avait plus d'argent ni pour acheter un drone et on avait trop ouvert notre bouche devant les clients pour leur promettre ces vidéos aériennes. Alors je n'avais pas le choix que d'essayer de le réparer. Et justement, j'ai réussi à le réparer parce que j'ai des notions, que ce soit en aéronautique, vu ma formation militaire à l'époque, et que ce soit dans la robotique. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette niche, on va dire, de réparation de drones. C'est comme ça que ça a commencé avec une simple page Facebook. Jusqu'à 2017, où la société Côte d'Ivoire Drone a été créée, et on a commencé à recevoir les premiers clients. Et en 2019, on a été primé par Airbus comme meilleure société africaine en conception de drones. On a représenté la Côte d'Ivoire au Salon des Bourgers à Paris en 2019. On était d'ailleurs la seule société ivoirienne. Alors c'est comme ça que les choses ont commencé d'une façon, je dirais, résumée. Maintenant, quant à la deuxième question pour l'utilisation de drones, je dirais aujourd'hui, je ne vois pas un domaine qui sera épargné, je dirais, par cette technologie. On parle du domaine agricole, on parle
BTP, génie civil, les mines et carrières, qui est notre spécialité aujourd'hui. On parle de l'inspection industrielle, des ouvrages industriels, la surveillance. L'entertainment, Voilà. la Ouais, cinématographie, aujourd'hui, pour les émissions, voilà. pour des clips vidéo, on utilise des drones. pour- Justement, alors c'est une technologie qui s'impose petit à petit, je dirais, que ce soit à l'échelle mondiale ou même africaine, parce que c'est nouveau pour tout le monde. Avant, on parlait des drones militaires, mais aujourd'hui, ça commence quand même à s'imposer. Et je pense même que c'est une bonne opportunité pour la Côte d'Ivoire, Très parce bien. que ça crée de l'emploi. quand même. Justement, en tant que président de la fondation Africa Drone Valley, donc vous avez vraiment une expertise dans ce domaine-là. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien de professionnels de drones on peut compter en Côte d'Ivoire? Alors, professionnel, ça serait un peu difficile de donner un chiffre exact, mais utilisateurs, oui, on tourne autour de 500 personnes aujourd'hui. D'accord. Parce qu'en même temps, il faut le noter, peut-être pour vous donner un peu la source de cette information, je suis président de l'Association ivoirienne des utilisateurs de drones professionnels. Ok. D'ailleurs, la seule qui existe dans toute l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors l'idée, c'est un peu voilà, représenter cette technologie, peut-être discuter avec l'ANAC par rapport à la législation et tout ce qui va avec. Mais professionnel, c'est un peu, je dirais, c'est un peu mélangé, parce que qui va dire que cette personne est professionnelle ou non? Oh, non. Ok. Est-ce que c'est l'ANAC? Est-ce que... On ne sait pas aujourd'hui, c'est un petit peu mélangé. C'est vrai que l'ANAC fait un effort, que je salue d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'il y a le côté prix, je dirais, de la licence, J'en parlera tout à l'heure. voilà, qui est un peu exagéré. Mais il y a quand même pas mal de professionnels. Il y a des startups aujourd'hui qui sont actives dans le côté agricole. Alors, il y a quand même pas mal de professionnels qui commencent à pousser dans le domaine. Mais justement, puisqu'on en a une juste en face de nous, de start-up Ti et Grossi, c'est ça justement, vous avez créé votre entreprise dans le domaine agricole. Moi j'ai juste envie de savoir quels sont vos produits. Le produit, alors, Thierry est subdivisé en 3 départements. Le premier département, il transforme les feuilles d'ananas en cuir, en tissu et en mèche aussi. Allez, doucement. Vous transformez les feuilles d'ananas Oui. en cuir, Oui. Ce serait de- en tissu. et en mèche. ce serait Et du en cuir mèche. bio. En mèche. En On- mèche, on bon, dirait les mèches ne vegan. sont pas pour le moment commercialisées, c'est en phase de test, mais les cuirs et les tissus sont Donc commercialisés. ce sont des cuirs véganes, des tissus véganes. Oui, des cuirs synthétisés. Very nice. Voilà. Very, very Et le deuxième département collecte tout ce qui est déchets agricoles. Pour les bananes, déchets de maïs, restes d'aliments, tout ce qui est déchets agricoles, pour les transformer en charbon, et un charbon écologique. Alors, pour revenir à votre parcours, donc vous avez expliqué un peu le contexte dans lequel, qu'est-ce qui vous pousse à vous orienter vers ce qui va devenir un exploit, un chef-d'œuvre. Et à un moment donné, vous avez cette idée, vous avez cette volonté, il faut des moyens. Oui, évidemment. Ils viennent comment? Je commence avec 1000 francs. Wow. 1000 francs, les 1000 francs m'ont servi à acheter les grains de maïs. Et pour commencer, il fallait aussi de la terre. Et j'obtiens comme ça, par l'aide des amis d'église, une terre, 1 hectare pour commencer. Et je lance l'agriculture, 1 hectare de maïs. En ce moment, j'étais en première, seconde. Voilà. Et ça me sort 128 000. Et les 128 000 sont encore réutilisés cette fois-ci pour 5 hectares. 2 hectares de maïs, 3 hectares de manioc. Et à la fin de l'année, on se retrouve avec un montant d'autour de 5 millions. Et c'est comme ça que c'est parti. Oui, Jusqu'à aujourd'hui, je travaille sous fonds propres et je n'ai pas d'investissement intérieur. Aujourd'hui, pour trouver je sais pas, une relation et une cohérence entre le fait que vous soyez là, tous nous inviter sur ce plateau, est-ce que vous avez besoin de cette technologie aujourd'hui? Si oui, dans quel domaine utilisez-vous? Oui, les drones, Par évidemment. rapport aux différents produits que vous venez de citer. Oui, on aura besoin des drones dans le domaine agricole. Parce que là, quand vous utilisez un vaste terrain de plus de 70 hectares, c'est quand même difficile de... Aujourd'hui, est-ce que vous utilisez des drones aujourd'hui? Non, non, pas du tout. Pour l'instant, vous Pas arrivez encore. quand même à gérer vos espaces Oui, évidemment. sans drone. Sans Mais pour drone. vous, est-ce que ça devient une utilité? Alors, ça pourrait être une utilité, ça pourrait remplacer ou faciliter le travail des humains. Parce que déjà, avec les drones, on peut voir là où on doit marcher pour y aller. Alors justement, ce qui fait que peut-être que M. Nguessan n'a pas de drone, c'est peut-être dans un premier temps, comment se procurer un drone? Après, on parle de drone depuis, on n'a pas eu le temps pour nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est, de définir ce que c'est qu'un drone. Bien sûr. On peut le faire pour nos téléspectateurs? Oui. Alors, un drone, c'est tout simplement un aéronef télépiloté, sans pilote. C'est un appareil sans pilote qui se divise en plusieurs catégories, qui peut être programmé ou piloté avec une télécommande pour exécuter certaines missions, que ce soit d'une façon, je dirais, manuelle ou automatique. Aujourd'hui, combien coûte un drone?
Alors, le drone, ça dépend. Si on parle des drones de loisirs, ça va de 30 000 jusqu'à 600 000. Si vous partez sur la catégorie semi-pro, alors c'est, je dirais, de 600 000 jusqu'à 2 millions, par exemple. Mais aujourd'hui, il y a des drones qui coûtent jusqu'à 35 000 euros, 50 000 euros, 70 000 euros. Ouais. Et parfois, vous avez même des capteurs embarqués sur le drone qui coûtent 3 fois le prix du drone. Si on parle du LiDAR, par exemple, un capteur laser qui peut cartographier une forêt et pénétrer la végétation, ce capteur, il coûte 75 millions de francs CFA pour un petit paquet. Alors que le drone qui va le porter, peut-être, il coûte 2 millions. Alors, comme ça, je parlais tout à l'heure de drones qui pourraient servir. Là, on fait une mise en relation en même temps sur le plateau, oui. de drones qui pourraient servir à M. Nguessan. Quel type de drone, par exemple, pourrait l'aider à lui et à d'autres personnes qui sont dans le même domaine, par exemple? Voilà. Alors, dans le côté agricole, on a tellement d'utilité pour ces aéronefs. Ça commence par la cartographie, ça commence par la détection du feu de brousse, par exemple, ça commence par le comptage des arbres, la détection des hauteurs des arbres aussi, pour voir est-ce qu'ils sont arrivés à maturité ou non, est-ce que c'est certains arbres qu'il faut abattre pour les remplacer ou non. Ça peut servir aussi dans la détection de taux d'azote au sol, pour faire une étude en fertilité. Oui, là, ça permet aussi de surveiller, on va dire, je dirais son budget en matière fertilisante. Ça peut aussi détecter des maladies, en suivant le taux de chlorophylle sur les feuilles, bien sûr, avec des capteurs multispectraux. Peut-être la sécurité aussi, parce oui, que pour des la, fois, pour la sécurité aussi, quand on pour la gère surveillance. des plantations. Et même, je qu'on n'est dirais, pas là. ça me rappelle un cas de figure qu'on a utilisé avec un client l'année dernière, c'était la détection de certains individus qui rentrent à l'intérieur de la plantation pour voler. Alors, ils avaient utilisé des drones avec une caméra RGB normale, une caméra qui prend des photos, mais avec la couverture végétale, le drone n'arrivait pas. On a pénétré. Alors, on a remplacé cette caméra par une caméra thermique. Thermique. Et là, on peut utiliser le signal thermique carrément. Mais justement, puisqu'on en arrive, allez, je pense qu'avec le regard de notre très cher Brice, je vais garder ma question pour tout à l'heure. C'est très très bien. Alors, Monsieur Kouachi, qui m'aurait fait un regard, regardez sa question. Oui, je l'ai gardé juste là, elle va sortir maintenant. Donc justement, on était en train de faire la mise en relation tout à l'heure, hein, et notre très cher monsieur commençait à envisager pourquoi pas d'utiliser cette technologie, donc un drone, pour pouvoir améliorer le fonctionnement de son business. Par contre, nous avons l'organe régulateur que vous connaissez bien, l'ANAC, que vous avez cité tout à l'heure, qui a décidé, pour justement réguler ce secteur-là, d'imposer une licence qui se monte à 3 millions. 3 millions pour l'acquisition et l'utilisation d'un drone professionnel. Donc si monsieur veut acheter un drone de 600 000 francs pour son activité, pour se développer, il va falloir qu'il paye 3 millions. Pour les startups, est-ce que ce n'est pas un peu trop, selon vous? Oui, selon moi, et là je profite pour en parler au nom de la plupart des utilisateurs professionnels avec lesquels je suis en contact. On a déjà discuté avec l'ANAC sur la question, mais c'était une rencontre, je dirais, un peu rapide. Mais pour moi, je trouve, pour une start-up qui à peine arrive à faire sortir la tête de l'eau, je pense que c'est un peu exagéré. Parce que, d'abord, est-ce que cet investissement, ou la personne qui va l'utiliser, elle va faire un retour sur investissement sur combien de temps? Ça, c'est de 1. Et on ne parle pas juste de 3 millions. On parle de 3 millions pendant la première année. Et à partir de la deuxième année, pour renouveler la licence, il faudra payer la somme de 1,5 million. Wow. Alors, vous faites un simple calcul sur 5 ans, vous êtes à 16 000 euros quand même. Voilà. Alors, ce n'est pas un avion, c'est un drone. Quand vous avez discuté avec l'ANAC, qu'est-ce qu'ils ont dit pour expliquer ce montant, pour justifier ça, comme dit Sophia Ida? Alors, on n'a pas vraiment parlé du montant, mais on a parlé plutôt du RACI 3009, c'est le document qui régule un petit peu l'utilisation. J'avais quand même pas mal de questions, j'ai trouvé une réponse avec l'ANAC, mais on n'a pas eu vraiment le temps de discuter sur cette question, parce qu'il y a plusieurs catégories, c'est ce qu'il faut noter. Il y a le drone de l'aéromodélisme, c'est un drone de loisir. Si vous avez un drone aujourd'hui chez vous, à partir du moment où vous pilotez dans un espace clos, fermé ou ouvert, par exemple votre jardin, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit à l'ANAC, parce que c'est un drone de loisir, et vous êtes en mode modélisme, ce qu'on appelle le mode modélisme. Vous avez le deuxième mode qui est le FPV, ça veut dire First Person View, vous envoyez le drone un peu plus loin, et là, ça devient un petit peu risqué. Je suis d'accord pour réguler, mais je pense pas... Et encore, un petit peu plus loin, il faut peut-être le délimiter. Hein. C'est combien de mètres, de kilomètres de chez vous? À quel moment est-ce qu'on est dans un vol en hauteur et à longue durée? Justement, ce problème se pose parce que là, on n'a pas discuté, ou plutôt l'ANAC n'a pas encore bien traité, je pense, cette question des catégories de drones d'abord qui rentrent sur le sol ivoirien. Parce que ce drone passe par où? Il passe par la douane. Il n'a pas arrivé... Alors,
vous avez des catégories, par exemple, comme les DJI, que la plupart des gens utilisent en Côte d'Ivoire. Ils sont sur une fréquence de 2, 4 ou 5, 8 GHz. C'est la même fréquence que vous avez à la maison sur votre routeur Wi-Fi. Ça peut aller jusqu'à 7-5 km dans les meilleures conditions. Mais parfois, vous avez la basse fréquence, un drone qui peut faire 50 km. Alors, dans ce cas de figure, d'abord, comment différencier les deux drones? Ça, c'est de 1. C'est vrai que l'ANAC a parlé de ce qu'on appelle la MAP, le manuel d'exploitation d'activité particulière. Il faut décrire le drone, ses capacités et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ce qu'il fallait faire, bon, ça reste mon avis, ça n'engage que moi, mais ce qu'il fallait faire d'abord, c'est créer une plateforme d'échange entre ces privés, ces startups qui créent quand même de l'emploi sur le marché et essayer de comprendre leurs besoins avant de parler de quoi que ce soit. Il faut reconnaître également que l'objectif de l'ANAC était aussi d'apporter une certaine organisation, de réguler un tout petit peu le secteur. Parce que, quoi qu'on dise, un drone, ça peut être très très bien à utiliser, mais ça peut être dangereux également. Parce que ça peut avoir des missions d'espionnage et autre chose. Donc il y avait un vrai besoin de réguler le secteur. Je crois que c'est un peu l'objectif de votre première rencontre avec l'ANAC. Après, il y a eu les questions financières qui divisent. On est tous d'accord qu'il y avait un vrai besoin de réguler la situation. Bien sûr, ça c'est sûr. Moi j'ai une question pour M. Nguessan. On en parlait tout à l'heure pendant la pause. Vous avez dit tout à l'heure que vous transformez les peaux d'ananas, les feuilles d'ananas, pardon, en cuir et en tissu. Alors quand on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs entreprises, plusieurs marques qui, on va dire, se positionnent comme des marques green, donc écologiques, donc il y a de plus en plus d'intérêt à ce niveau-là. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sont vos clients au niveau de ces tissus et de ces cuirs-là vegan? Alors, c'est là le petit hic. Il faut dire que le projet n'est pas beaucoup accueilli. Au départ, ça n'a pas été accueilli parce que les gens n'ont pas voulu comprendre. Vous voyez, il y a une organisation basée au fin fond de l'Afrique qui nous a rencontrés. Nous avons sorti notre premier prototype le 16 février 2016. Wow. Et quelques mois après, en octobre, nous sommes appelés pour exposer en Afrique du Sud. Et c'est à l'exposition, après avoir expliqué qu'une organisation de stylistes basée dans un autre pays a la confiance et nous achète notre première machine moderne. Du coup, la machine est accompagnée d'un contrat. Le contrat dit que jusqu'à un certain moment, la production devait leur revenir. Voilà, donc actuellement, on n'a pas une grande production. Donc, on ne peut pas dire qu'on vend en grande quantité. Mais de 12 novembre jusqu'à fin novembre, nous ouvrons le bal de réception de commandes. Cette année Toutes les années. Toutes les années. Okay. Voilà. Donc, c'est au cours de cette période-là que nous réceptionnons les commandes. Et en fonction des besoins, des dates de livraison, nous essayons d'analyser et nous rejetons ce que nous pouvons rejeter et nous confirmons ce que nous pouvons confirmer. Donc vous ne faites pas de production, de petite production, c'est-à-dire que les personnes ou les entreprises qui commandent chez vous doivent commander en quantité. En cette période-là. Non, pas forcément en grande quantité. D'accord. Pas forcément en grande quantité. Nous, ce qui nous pose problème, c'est le délai de livraison. D'accord. Parce que là, on n'a pas une grande capacité ou un moyen efficace de produire rapidement. Quand vous dites que vous ne produisez pas suffisamment, j'ai cru lire quelque part quand même que votre chiffre d'affaires en 2017 c'était 13 millions. En 2017, En 2017 et aujourd'hui vous êtes à plus de 130 millions. Oui. C'est quand même pas mal, non? Les machines coûtent cher. Oui, c'est ça. Nous avons 3 départements. Donc, justement, j'allais poser la question. Vous utilisez de la technologie pour pouvoir transformer. Donc vous avez forcément besoin d'investir dans cette technologie-là au fur et à mesure pour pouvoir faire grandir votre production. Oui, évidemment. Vous n'êtes pas accompagné, vous l'avez dit. On n'est pas accompagné, c'est là qu'il y a le problème. Parce que vous voyez, si on veut se focaliser sur ces deux départements, d'abord les deux derniers départements, le département du charbon et le département du cuir. Quand on parle du département du charbon, c'est un projet normalement que tout le monde devait accueillir. Parce que le problème de la forêt menace tout le monde, ça n'épargne personne. Mais malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, mais si c'est fort, mais malheureusement, personne ne l'accueille. Sur le marché, le produit se comporte très bien. Mais au plan, je dis, avec les soutiens, on n'a pas de soutien. C'est difficile d'avoir des soutiens extérieurs parce que quand vous exposez, vous avez... Même au niveau des banques, malgré votre business model qui fonctionne plutôt bien, 13 millions de chiffre d'affaires en 2017, 130 millions aujourd'hui. Mon gestionnaire me disait la dernière fois que normalement,
le portrait seul de l'entreprise. Et moi, mon CV devrait servir à avoir un prêt. Mais malheureusement, il n'est pas le chef de la banque. Mais est-ce que peut-être exporter votre projet, c'est-à-dire aller chercher des financements ailleurs, ne peut pas être la solution? C'est ce qu'on est en train de faire. Ok. C'est ce qu'on est en train de... Mais Et quand ça, c'est on prend dommage, ailleurs, le produit va ailleurs. Ouais, Bien La sûr. Côte d'Ivoire n'en terrible. bénéficie pas. C'est ça le problème. Et pour revenir à vous, monsieur Gébar, vous disiez tout à l'heure que pour l'utilisation, vous avez des utilisateurs professionnels. Alors, aujourd'hui, monsieur Nguessan, par exemple, qui n'a pas forcément les moyens de payer 3 millions, est-ce qu'ils peuvent venir, par exemple, louer un drone chez vous pour pouvoir avoir une utilisation ponctuelle et puis vous reprenez votre drone? Ça existe, cette possibilité? Bien sûr, à part le volet, je dirais, conception, parce qu'on ne parle pas de fabrication chez nous, mais plutôt une conception. C'est vrai, c'est les algorithmes informatiques qui sont faits chez nous avec la partie impression 3D. Mais le vrai problème, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les pilotes professionnels qui vont piloter ce drone. Si on parle de collecter des données agricoles, il faudra après passer à ce qu'on appelle data processing. Il faut traiter ces données. Il faut un data center, il faut des serveurs, il faut une bande passante. Alors, il faut des professionnels pour pouvoir diriger un drone. Justement, parce que ça demande vraiment beaucoup de choses et c'était parmi, je dirais, les grandes difficultés de notre business model au début. Du coup, ça nous a donné l'idée de Africa Drone Valley, justement. Alors, Africa Drone Valley, on l'a créé tout dernièrement et c'est le premier centre de formation dans la technologie de drone dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on a eu un financement avec la GIZ et la BMZ de 100 000 € pour former 25 jeunes Ivoiriens gratuitement. À l'époque, cette formation coûtait 1,8 million par personne. Alors, on a lancé dernièrement une compagnie sur Facebook et c'est demain d'ailleurs qu'on va commencer les entretiens. Alors, on a 25 personnes à former sur l'utilisation de drones, que ce soit dans le domaine agricole, BTP, génie civil, la surveillance, pour justement créer de l'emploi parce que ce projet a été créé comme une sorte de riposte pour la pandémie parce qu'il y a des gens qui ont perdu leurs emplois, des licenciements. Alors, le projet s'appelle Stop Covid by Job. Le financeur, le bailleur, c'est la coopération allemande. Alors, par exemple, ce que je peux conseiller à des startups comme ça, parce que parfois, vous avez ce problème de moyens. Alors, au lieu de chercher d'acquérir la technologie carrément, on peut, par exemple, envoyer un technicien. Il va bénéficier de cette formation gratuitement et après acheter un drone. Ils peuvent maintenant commencer à... Alors, c'est ce qu'on cherche à faire avec Africa Drone Valley. Très bien. En tout cas, c'est une magnifique initiative. Alors, je me tourne vers vous, M. Nguessan. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces jeunes qui vous regardent aujourd'hui. Ils sont certainement fiers de vous, comme nous. C'est-à-dire pourquoi on vous invite sur ce plateau-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui sont au chômage, ces jeunes-là qui vous regardent, ces jeunes-là même qui ont perdu espoir en se disant il y a du chômage, c'est pas possible, on ne peut pas y arriver? Non, rien n'est impossible. Rien n'est impossible quand on veut. Voilà. Je pouvais rester dans mon coin, puisque fils de cultivateur en Côte d'Ivoire, cultivateur d'arachide, de maïs et autres, je pourrais rester là. Mais il faut avoir d'abord une vision. Il faut être passionné de ce qu'on fait. Il faut tracer. Il ne faudrait pas que ça nous surprenne en fait. Tu dois savoir là où tu vas. Tu traces ton chemin et tu boives tout ce que tu dois boire pour y arriver. C'est vrai qu'on le dit, c'est de 17 millions, on est là. C'est intéressant quand on le dit, mais il y a des escaliers à monter. Combien de personnes travaillent avec vous? 48 permanents et 118 à temps passé. Très bien. Et j'ai juste envie de savoir aussi, parce que je pense que vous êtes passé du dépannage à la conception. Aujourd'hui, vous concevez des drones à la vente. Vous employez combien d'Ivoiriens? Alors, d'ailleurs, il faut noter que toute l'équipe est ivoirienne. La DG de la société même, c'est ivoirienne. Je ne suis que directeur technique aujourd'hui. J'ai donné la gestion à ouais, c'est ma femme en même temps. Hein. Je ne crois pas le dire. Je l'avais senti à un moment donné. On a réussi à vous convaincre. Voilà. Alors aujourd'hui, on tourne autour d'une quinzaine de personnes. Mais Africa Drone Valley, justement, on part cette année sur un concept d'incubateur. Alors on sera le premier incubateur en technologie de robotique et drone, je dirais en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique, je ne sais pas si ça existe ou non, mais on cherche vraiment à former beaucoup plus de personnes. Certes, peut-être derrière, on va me dire, oui, peut-être vous allez créer de la concurrence, mais je dirais, pour un écosystème, il faut de la concurrence aussi. Oui. Alors, on a 15. En freelance, je ne peux pas compter parce que parfois, on peut appeler des gens qu'on connaît qui peuvent faire des prestations pour nous. Mais l'idée aujourd'hui, vraiment, c'est de former beaucoup de personnes. D'ailleurs, on a des équipes de l'INPHB, parce qu'on a fait un recrutement avec eux. D'ailleurs, ils sont nos partenaires. Et ces équipes qui sont avec nous aujourd'hui, ces jeunes qui sont avec nous, ils ont commencé un stage de 3 mois,
Mais à partir du 6e mois, on a déjà commencé à mettre en place des startups pour ces équipes en interne. Ça veut dire, au lieu que je garde, je dirais, les collaborateurs comme salariés, je préfère sous-traiter avec des startups en interne. Et là, ça nous a donné l'idée de partir sur un concept d'incubateur, un business model totalement différent. Très bien. En tout cas, on peut vous retrouver sur vos pages des réseaux sociaux. Bien sûr, sur Africa Drone Valley, Côte d'Ivoire Drone et Abidjan Drone Labs. On a beaucoup de pages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations pour le travail abattu et puis tous nos encouragements. Merci. En tout cas, on est très très fiers de vous. Merci. Notre rendez-vous tire à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. D'ici, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous garde.